et Mélo ensemble. En personne, ensemble. Donc pas de problème de lag, pas de problème de son, vous avez tout en direct ou presque. On vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une comparaison. C'est marrant qu'on ait gardé une comparaison pas ouf pour un moment assez sympa où on est toutes les deux, mais il fallait qu'on vous parle de notre lecture du Bâtard de Cozigan. Cozigan, je ne sais plus comment il le disait parce qu'on l'a toutes les deux écouté en audio, mais je ne sais plus comment il le prononçait. En tout cas c'est de Fabien Cerutti. Voilà. Dont j'avais lu un livre de SF sur l'écologie qui était pas mal. Et l'écriture, ça va, rien ne m'a sauté aux yeux comme ça a été le cas pour le livre dont on va vous parler. Alors, je pense qu'on vous a déjà fait un peu la genèse de comment on s'est retrouvé avec ce livre-là dans les mains. C'est parce que moi, ça faisait longtemps qu'il me tentait, que j'en entendais quand même parler. Chaque fois que je passais aux Imaginales, Fabien Cerutti y est et présente sa saga. Il est super sympa, très avenant. Il présente bien ses livres. Ouais. Et de base, je connaissais pas du tout le Bâtard de Cozigan, et c'est une grande série en fait. Il y a alors, je sais pas si c'est si grand que ça. Enfin, il y en a pas 12 pour l'instant, tu vois, il y en a peut-être 5-6. Ouais, mais c'est plus que 3 quoi. Oui, voilà, c'est plus qu'une trilogie. Voilà. Et moi j'étais pas du tout intéressée, en plus il présentait ça comme en ayant un fond historique, il en a tellement bien parlé que je me suis dit, ah mais il me tenterait bien en fait aussi. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai fait dédicacer Terra Humanis, c'est à ce moment-là que j'ai eu Terra Humanis tout court. Et moi j'ai acheté le Bâtard de Cozigan, le tome 1, L'ombre du pouvoir, c'est celui qu'on a lu, même si encore une fois ils peuvent a priori se lire dans... Et c'est peut-être même pas celui qui me tentait le plus, je crois que c'est plus le deuxième qui me... sur le résumé. Je ne sais plus exactement. Bon, en tout cas, en ce qui me concerne, les romans historiques, c'est quelque chose qui me plaît bien. On en a déjà parlé assez récemment. On rajoute à ça le côté fantasy et créatures fantastiques. Moi, j'étais partante. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit que c'était un peu type Assassin's Creed. Donc c'est pareil. La recherche de l'identité d'un ancêtre. En gros, la quête d'un ancêtre via quelqu'un qui est dans notre temporalité. En l'occurrence, là, c'est pas notre contemporain à nous, mais il y a cette idée-là un petit peu. Donc voilà, disons que tous les éléments étaient là pour que je l'achète. La preuve en est, je l'ai fait. Je l'ai même fait 2 fois, du coup, puisque on l'a pris toutes les deux en audio. D'ailleurs, en audio, le narrateur, on a mis toutes les deux en x1,5. Ouais, moi j'ai mis x1,2. x2 ouais. Non, x1.2 je crois. Ah ok. Peut-être que 1.2, non, ça existe 1.2? Oui, 1.2, oui, sûr, parce que j'écoute tout en 1.2 maintenant. D'accord. En fait, depuis que je suis passée en 1.2 sur le Bâtard de Cozigan, parce que vraiment c'était trop long, j'ai tout mis en 1.2. Il faisait des pauses entre chaque mot, c'est surtout ça le problème. Plus que la lenteur, c'est les pauses. Et ça allait mieux. Et puis sa voix, en fait, moi je me souviens que avant de l'acheter, ça fait un moment que je le vois passer, donc j'avais écouté plusieurs fois l'extrait et j'avais jamais été trop séduite. Le timbre est sympathique, je trouve, la profondeur de la voix, mais je trouve que les prononciations sont parfois un peu étranges. Il y a un truc, quoi. Moi, ça ne séduisait pas. Mais en accéléré, ça allait mieux. Ça allait mieux. Et d'ailleurs, au début, la narration, le langage, le vocabulaire me plaisait bien. Au début, ça me paraissait bien construit. C'est quelque chose qui m'a plu, et pas que au début. En fait, on va vous spoiler tout de suite, j'ai eu une lecture mitigée, mais pas mauvaise, alors que Mélo a passé a priori un mauvais moment. Non, ouais, vraiment. Je me serais arrêtée aux quelques premiers chapitres. Bon, j'aurais pu passer un bon moment, mais il faut s'arrêter là, en fait. Parce que après, il n'y a rien pour rattraper tous les défauts, vraiment. Et il n'y a rien qui justifie de se lancer dans ce récit. Vraiment, rien. À mon sens. Voilà, je suis pas aussi catégorique. Parce que concrètement, on va se retrouver, on n'a même pas résumé ni rien, mais on va se retrouver face à un gros personnage qui prend un peu toute la place, donc le Bâtard de Cozigan. Et les chapitres vont être centrés autour de lui, donc il va alterner entre des joutes médiévales. Alors, je trouve que le mot alterner est un peu fort. En gros, le Bâtard de Cozigan, c'est un mercenaire qui est payé par des grandes puissances d'histoire de l'époque. Donc c'est le roi d'Angleterre, c'est les comtes, les barons, les duchesses qui se font leur petite guerre de territoire. Et de base, on nous avait vendu un côté un peu intrigue de cour, etc. Et donc en fait, lui, il va naviguer là-dedans en tirant son épingle du jeu et en essayant de gagner forcément le plus de thunes et le plus de trésors possible, même si j'ai l'impression
que ce qu'essaie de nous faire croire l'auteur, ce qui se vérifie peut-être dans la suite, c'est qu'il a un autre but, voilà, de quelque chose, pas que mercantile en gros. Et ça passe notamment par la participation à un gros tournoi où il y a plein d'intrigues qui vont se... Il y en a plus qu'un des tournois, ou sinon il y participe Non, plusieurs fois. non, en il y a fait, plusieurs batailles dans un même tournoi. avec plusieurs épreuves. Oui, voilà. C'est ça le truc. Et donc en fait, il y a ce tournoi dont l'issue est très importante pour l'histoire, l'enjeu de ce tournoi l'est également, et donc en fait il va participer à ce tournoi. Et en fait il arrive... Et en plus de ça, il y a des petites embuscades et il y a d'autres batailles. Mais donc c'est des joutes et des batailles. Mais pourquoi j'aime pas le mot alterner, c'est parce qu'en gros il se passe quoi? On va dire un tiers du bouquin avant les joutes, puis après... Alors alterner c'était pas que pour le bâtard, c'est parce qu'on alterne entre le bâtard qui fait des joutes, etc. et une époque un peu plus récente. Ah oui, pardon, là je suis d'accord, ok, pardon. Une époque un peu plus récente avec un descendant potentiel du bâtard de Kosigan qui va avoir. Ça va être un récit épistolaire. Soudain, et il essaie de comprendre pourquoi. Voilà. Et ça va être sous forme de récit épistolaire pour cette partie-là. Ouais. Voilà. Néanmoins, les deux parties n'ont pas une importance égale. On sent vraiment qu'on est plus centré autour du bâtard que de son descendant. Ça, c'est pour la construction globale du récit. Qui, en soi, marche plutôt bien. Si on s'arrête à l'aspect global, le côté épistolaire est plutôt pas mal. Moi, ça m'a un peu perdu au début. Mais... Moi, j'ai bien aimé le côté épistolaire parce que ça me permettait de souffler parmi les passages sur le bâtard que je n'ai vraiment pas apprécié au bout d'un moment. Et donc, forcément, comme ça représente 75% du bouquin, voilà. Donc, mais c'était pas intéressant pour autant. Je pense que ce sera peut-être intéressant dans les tomes suivants. C'est plus une mise en place. C'est une introduction, pour moi, c'est vraiment une introduction justement de quelque chose de plus profond au sujet du personnage du bâtard. Donc de quelque chose que, à l'époque du bâtard, on n'a pas encore compris, mais on sait qu'il va se passer un truc. Du coup, ça introduit, je pense, la suite de l'histoire du bâtard de Kosigan. Mais moi, j'ai bien aimé, en soi. J'étais un peu perdue au début parce que je comprenais pas qui était qui. Les idées sont pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms de personnages et beaucoup de... Enfin, dans les lettres. Pas de noms de personnages, il y a beaucoup de noms de personnes. C'est pas vraiment des personnages. Des vraies personnes, en plus. Dans les lettres surtout. C'est-à-dire que j'ai déjeuné avec machin qui est mon ancien professeur de machin, est-ce que tu te souviens de machin qui est chercheur à l'université machin chose. Ouh, c'est compliqué. Mais en soi, si on s'en souvient pas et qu'on n'arrive pas à replacer les gens, c'est pas bien grave. Enfin, ça a un tout petit peu d'importance sur la fin, mais en soi c'est pas grave. Mais je pense que ce qui a beaucoup joué là-dessus, c'est que je l'ai écouté et pas lu, et si je l'avais lu, j'aurais ne serait-ce que retenu les initiales ou la forme globale. Ça se trouve, il y a peut-être même un glossaire, il donnait un PDF avec, donc ça se trouve, je sais pas si c'est avec celui-ci ou un autre roman que j'ai acheté. C'est possible, je sais pas, j'ai pas des... Donc on aurait peut-être pu vérifier. Ça se trouve, il y a un glossaire et c'est très clair et tout, mais bon. Peut-être. Mais en tout cas, à l'écoute, ça l'est pas. Voilà. Mais donc revenons-en à ce rythme moins global. Donc les idées sont pas mal. Oui, les idées sont ok avec les idées. Entre le contexte historique, même si au final, pour moi c'est plus un prétexte qu'autre chose. Moi je l'ai bien aimé. Et le mélange avec des créatures qui pareil ne sont pas si présentes que ça malheureusement. Enfin, j'ai été un peu déçue sur ce point-là. Mais c'est lié à un autre problème en fait. C'est lié au problème que le bâtard de Kosigan et enfin on est très centré sur le bâtard de Kosigan, que les personnages secondaires n'ont quasiment pas d'existence propre. Enfin voilà. C'est tout tourne autour de cet homme. Et en plus de ça, il y a un problème avec la vision des femmes, les personnages féminins, etc. Mais on y reviendra après. Et donc du coup, pour revenir sur cette sorte d'alternance, parce que Mélo vous a dit ça alterne avec des joutes, et moi je m'en suis arrêtée là, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'alternance au sens où au moment où il rentre dans ce tournoi, il en sort quasiment jamais. Moi je m'étais dit, allez, ça commence. Il va y avoir 2-3 combats, ou alors il va y avoir une ellipse, enfin voilà, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un petit passage du roman, mais ça représente, je pense, la bonne moitié. Et alors moi j'aime bien, l'époque médiévale c'est quelque chose qui me plaît, les joutes c'est quelque chose que j'apprécie, mais même pour moi, ça a commencé à être un peu long. Ouais, alors déjà moi une première chose, mais c'est très personnel, c'est que je ne visualise pas les scènes de combat, donc du coup on m'en met quelques-unes, ça va, on me met les 3/4 du roman, ça devient très difficile en fait, je m'ennuie très vite, et puis c'est long surtout, des scènes où on ne visualise pas, je vois pas les enchaînements des écouts, des estocs et compagnie, du coup ça ne sert pas à grand chose ces descriptions là, mais voilà. C'est juste pour moi, ça va concerner 10% des lecteurs, je ne sais pas trop, je dis ça au pif. Mais le problème c'est que la première scène de combat, la deuxième, etc. Et on voit que ça commence à tourner en boucle. Les combats tournent en boucle, j'ai l'impression que c'était infini le truc. Mais aussi les descriptions, les mots utilisés, les tournures de phrases commencent à se répéter entre les différents combats.
Et par moment, alors je pense pas que ce soit le cas dans les joutes, mais pendant les petites bagarres et tout ça, il y a des dialogues. Et ces dialogues-là, je les trouve niais, je les trouve basiques, faciles. J'ai l'impression que c'est un peu écrit à destination d'un ado masculin qui pense à la bagarre, quoi. La façon dont les dialogues sont tournés. Moi, ça me fait un peu penser, tu sais, dans ces films et dans ces séries où le méchant il explique son plan. Alors, en fait, vous savez la fameuse scène où le héros il est en mauvaise posture et tout, il aurait pu mourir dans les 2 secondes là si le gars avait pressé la détente, mais non, il va d'abord lui expliquer son plan. Mais tu vas mourir, alors je peux tout te raconter. Puis tu vas mourir dans d'atroces souffrances, ça c'est très emphasé, c'est too much. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une forme de boucle, alors c'est pas toujours avec les mêmes, hein, forcément, il se fait pas mal d'ennemis, le bâtard, donc du coup, ça tourne, forcément, mais c'est vrai que, in fine, il y a toujours ce moment où il est dans une situation très délicate, on pense qu'il va pas s'en sortir, et en fait, il y a une espèce de Deus ex machina qui arrive. Et on pense qu'il va... Et oui, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, au début, on se dit, bon, ok... Il est mis en déroute, il a un peu de mal, il va souffrir, mais il va réussir à s'en sortir, il y a quelqu'un qui vient le sauver in extremis, passe encore. Mais c'est à chaque fois c'est in extremis, et donc on finit par se dire, bon la prochaine bagarre, il s'en sortira toujours en fait. Il est tout puissant, enfin il est pas tout puissant, mais il est tout puissant dans le sens où il s'en sort toujours, quoi. J'ai un peu moins eu, alors je comprends parce qu'effectivement je trouve que ça boucle un peu là-dessus, mais j'ai moins eu ce sentiment de personnage inatteignable ou qui sera toujours sauvé. J'ai quand même eu toujours un petit doute. Et là où je trouve que c'est pas mal joué, parce qu'il faut quand même lui accorder du crédit à cet auteur, là où je trouve que c'est pas mal joué, c'est que à plusieurs reprises, j'ai pas su s'il était vraiment en difficulté parce que le plan s'était mal passé, ou si c'était son plan et qu'il y a peut-être eu un petit grain de sable qui fait que ça s'est pas très bien passé, mais c'était quand même prévu au début, quoi. J'étais noyée dans le reste j'étais noyée, je pouvais pas donc remarquer ça. Donc en soi, moi ça m'allait. C'est pour ça je pense que je l'ai pas vécu aussi mal que toi. Malheureusement, le problème de ce personnage, c'est que il est entre le héros et l'anti-héros, sans être vraiment dans l'un ou dans l'autre. Et donc on nous le présente comme quelqu'un de quelqu'un de pas forcément bon, mais on veut nous le tourner en mode sympathique, et moi il m'est pas du tout sympathique. Je sais pas. Pour moi c'est juste... Concrètement, c'est juste un connard. Et on veut nous le présenter en mode connard, mais agréable. Je suis un peu d'accord. Maintenant, je pense que pour moi, ça a un peu marché. J'ai apprécié certains traits de caractère du personnage. Je pense que malgré le fait que c'est un bâtard, il est un mercenaire. C'est un mercenaire honorable. Sa quête, je pense que sa quête est ok. Ça fait ce qu'il fait. Ouais. Mais le problème, c'est... je pense que le problème principal qui m'a le plus dérangé avec lui, hormis le fait qu'il passe son temps à se bagarrer et que moi ça m'intéresse pas particulièrement, c'est sa vision des femmes. Ouais. Bon. Et comme c'est un peu le seul personnage qu'on est très centré autour de lui, que lui-même est très centré autour de lui-même, quand même. Du coup, il n'y a rien qui vient contrebalancer sa vision problématique des femmes. Il y a pas d'autre. Si c'était juste un personnage qui voyait les femmes comme ça, mais non, du coup c'est dans tout le roman. Et il n'y a pas de personnage féminin qui vient un peu sauver le tout. Et voilà, la vision des femmes, concrètement, c'est soit elles sont bonnes, soit elles sont quelconques. Soit elles sont quelconques et grosses. Donc il y a un problème avec la vision des femmes, beaucoup de sexisme et de la grossophobie. Quand je dis qu'elles sont bonnes, c'est... vous savez comment compléter cette phrase. Et en plus de ça, donc du coup, je sais pourquoi elle a réagi par rapport à alterner, c'est parce que elle pensait que j'allais dire qu'on alterne entre des scènes de joute et de bagarre et des scènes de cul. C'est un peu ça. Il y en a pas. Il y en a peut-être pas tant. J'ai lu des romans avec des vraies scènes de cul. La dark romance, tout ça, c'est pas le cas. C'est pas ça. C'est pas des scènes de sexe. Oui. C'est des prémices. Mais il y en a beaucoup. Et comme il pense qu'à la bagarre ou au cul, ce personnage. Et dès qu'il voit une femme, c'est les seins, c'est les fesses. Je suis d'accord. Par contre, il y a un jugement constant sur les personnages, c'est un grand mot, sur les femmes qu'il rencontre. Ouais. Il y a un jugement. Et pas sur les hommes. Et ça me serait ok qu'on décrive beaucoup le corps des femmes, mais à chaque fois qu'on le décrit, c'est déjà toujours autour des mêmes tournures, autour des mêmes zones, et toujours sexualisé. C'est jamais juste décrit pour être beau ou pour juste être décrit. Donc déjà il y a cette vision-là des femmes du bâtard, mais il y a aussi le fait que les quelques personnages féminins qui se baladent par-ci par-là, c'est soit elles sont là pour du sexe, soit elles sont juste moches et donc du coup elles sont pas là pour du sexe, mais on ne les met pas en avant pour leur intelligence, leur tactique, leurs actions ni rien.
Elles sont vraiment décoration. Alors il y en a une quand même qui est mise Elle en aurait avant pu, à la mais fin. pas assez. Je dirais que c'est pas ça en soi, pour moi c'est pas un problème sexiste, c'est un problème global, parce que c'est le cas aussi pour les personnages masculins. Bah t'en as aucun à part le bâtard qui est mis en avant. Donc, en fait, bien sûr, c'est pas un biais, enfin c'est un biais sexiste, Mm. mais c'est pas que un biais sexiste, parce que même il n'y a pas d'autres personnages en fait vraiment importants que le bâtard de Cosimo. Et ça c'est dommage, mais en même temps quand j'y réfléchis, c'est dommage pour l'histoire, mais c'est aussi cohérent parce que c'est un journal. Quand tu repenses à comment c'est présenté, le gars en fait au début il dit oh bah j'ai trouvé un journal de mon ancêtre, et donc en fait au début même de son journal il dit je vais pas tout écrire parce que s'il tombe entre de mauvaises mains, blablabla. Le souci c'est que c'est un peu une solution de facilité du coup pour éluder beaucoup de choses, mais je me dis ça permet de rendre ça, j'essaie d'appliquer le doute positif, ça permet d'expliquer pourquoi il n'y a peut-être pas grand chose d'autre de mis en avant, mais c'est dommage parce que le bâtard de Cosimo il est mercenaire et il est à la tête d'un groupe de mercenaires qui a l'air d'être assez soudé, et il donne des ordres, il y a des plans, de la stratégie qui est élaborée, mais justement comme il ne faut pas qu'il donne tout dans son journal si jamais, et ben ça permet pas de mettre en avant ses collaborateurs et la façon dont ils travaillent ensemble. Ouais. Et donc concrètement, l'impression globale que j'ai eue très rapidement, avant la moitié du récit, c'est que c'est un roman écrit avec un male gaze, l'exemple parfait du male gaze, écrit pour des hommes, écrit même voire même des hommes ados, vu les scènes un peu la petite bagarre, etc. Mais après, là sur la couverture, on avait un personnage masculin, mais il y a un autre tome où c'est un écusson d'une femme. Oui. Donc je me dis peut-être que c'est propre à ce tome-là et pas à tous, je ne sais pas. Malheureusement, ça ne m'a pas donné l'envie, la force de m'attaquer à un autre tome de cette saga. Franchement, moi je dirais pas non, au sens où si jamais, je crois que c'est le cas, le tome 2 est à nouveau dans une offre 2 pour 3 et que je sais pas quoi prendre pour compléter ou quoi, je pourrais prendre le tome 2 et éventuellement le lire. Bon, ce sera pas une priorité, mais peut-être que je pourrais vous donner un jour un avis sur le tome 2. On sait jamais. Ah oui, et une petite chose que j'ai oubliée quand on parlait de la narration et de l'écriture, c'est que je trouve, en plus que ça tourne toujours autour des mêmes tournures de phrases, des mêmes formulations, il y a beaucoup trop d'adverbes. Et c'est utilisé pour appuyer, pour rendre les scènes encore plus grandiloquentes, etc. Et au bout d'un moment, ça lasse. Même si, en soi, j'aime bien. D'habitude, j'aime bien quand il y a des... Mais là, étonnamment, moi, je sais que c'est quelque chose que j'avais beaucoup reproché à Giorgia Caldera dans Les Brumes de Sandrine. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est quelque chose que j'avais beaucoup reproché. Là, je ne l'ai pas ressenti du tout. Donc, je pense peut-être que c'est en audio aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais, peut-être. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que, de mon point de vue, c'était peut-être mieux utilisé, mieux intégré, de sorte que ça m'a plus plu. Et je reviens encore une fois, je ramène ce truc-là, mais c'est un journal, c'était donc écrit à la première personne, et le gars, bah, il donne de l'importance au truc. Enfin voilà, c'est pas comme une narration à la troisième personne, où là, ça fait... On comprend pas pourquoi un narrateur omniscient va rajouter autant d'emphase. Voilà, alors que là je me dis bon, le gars il raconte ses plans, il est un peu fier de lui quoi, oui, puis comme il est un peu voilà. Mec viril, c'est ça. C'est ça. Après, pour le fait que ce soit destiné à des hommes, oui, à des hommes ados, ça je saurais pas dire, je pense que c'est considéré comme de la littérature adulte. Oui. J'ai pas autant mal aimé que Mélo, voilà. Je me suis fait violence pour continuer, hein. Alors que franchement, moi quand je suis arrivée à la... C'est juste pour m'occuper pendant que je fais autre chose, hein. Quelque chose de pas très... qui nécessite pas énormément de cerveau, donc bon, au pire c'est pas grave, hein. Je perdais pas mon temps. Je sais plus à quel moment je suis arrivée à peut-être, ça devait être 3 heures où j'étais que sur des joutes. 3 heures de joutes, et là j'ai écrit à Mélo et je lui ai dit... Je crois que ça va pas le faire pour toi, il y a beaucoup trop de joutes en fait. Et à ce moment-là, j'étais au tout début, j'étais au début des joutes. Voilà. Voilà. Je recommande pas de le lire. Peut-être commencer du coup par un autre, vu qu'on peut les lire indépendamment. Ouais, c'est comme ça. Peut-être celui avec l'écusson de femme. En fait, si vous les avez déjà lus ou vous en avez déjà lu d'autres, n'hésitez pas à venir nous dire en commentaire si ce qu'on a relevé c'est quelque chose qui est différent dans d'autres des tomes. C'est peut-être vraiment lié au personnage.
D'ailleurs, c'est là qu'on a eu cette discussion de depuis quand on relève ce genre de choses en fait. Oui, parce que oui, exactement. Je l'aurais lu il y a 10 ans, je pense que j'aurais peut-être aimé. Hein, Exactement. C'est là que je t'ai demandé parce que c'est vrai que je me suis arrêtée 2-3 fois et je me suis dit, mais ça, ce serait passé tranquillement il n'y a pas si longtemps. Au même titre que j'ai lu Le choix des ombres de Brent Weeks. Le premier tome, je l'ai lu il y a 10 ans. Et c'est passé sans problème, alors que le deuxième, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais si c'est pas le cas, sachez qu'il faut pas le lire. Voilà. Et du coup, par contre, c'est des choses que j'avais pas le souvenir d'avoir repéré dans la SF de Fabien Celotti, donc dans le Terra Humanis. Donc si vous voulez lire l'auteur, là, bah, peut-être lancez-vous dans Terra Humanis, que j'avais plutôt bien apprécié, même s'il y a des choses à lui reprocher. Voilà. Mais moi, j'avais pas été très pointilleuse sur ce tome-là, sur ce roman-là, pour le coup. Je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui devait être courte et sûrement pas si courte que ça. Peut-être pas d'attendre, ouais. Donc on vous attend bien sûr dans les commentaires pour vos remarques sur d'autres tomes de la saga ou pour savoir si vous avez relevé ou pas ces choses-là, si vous l'avez lu ou pas lu comme d'habitude pour discuter avec vous. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.